La violence de prédation, elle s'adapte aussi aux nouveaux objets à voler. Dans le paradigme sécuritaire, on est pro-répression et on ne supporte plus de parler des causes sociales de la délinquance. Pendant très longtemps, des décennies, le communisme va être l'ennemi public numéro un. On n'a presque plus peur de mourir, on part plus à la guerre. Ça va être remplacé par des petites peurs, comme être cambriolé, comme être volé, d'où la multiplication des plaintes et donc l'explosion des statistiques sur le vol et les cambriolages dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui est très intéressant quand on travaille sur la répression, c'est de voir quels crimes et délits sont priorisés par l'État. Les violences sexistes et sexuelles n'ont jamais été une priorité des politiques répressives. Les entreprises privées participent d'un imaginaire punitif qui parfois sert à rien, c'est abandonné, et puis parfois ça débouche sur véritablement des dispositifs punitifs très graves comme la surveillance algorithmique par exemple. C'est une histoire du pouvoir des États, pouvoir de punir, de contrôler, d'incarcérer, d'organiser la lutte contre le crime, de qualifier le domaine du crime, de la délinquance, de tracer la norme dans ce domaine. Et c'est de ce pouvoir-là dont nous allons parler ce soir à travers une question. Comment les États répriment-ils? Et grâce à notre invitée Vanessa Codaccioni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au département de sciences politiques à l'université Paris 8, membre du laboratoire CRESPA CSU et vous faites paraître aux éditions Divergence cet ouvrage passionnant intitulé Comment les États répriment, une courte histoire du pouvoir de punir. Merci d'être ce soir sur France Culture. Merci à vous. Encore une fois, moi je défends l'idée selon laquelle un mineur n'est pas un majeur. On ne peut pas juger un mineur comme un majeur, c'est ce qu'on appelle l'ordonnance de 1945. Mais un mineur de 2025 n'est pas un mineur de 1945. Il y a aujourd'hui une forme de violence de plus en plus débridée, probablement liée aussi à une forme de banalisation de la violence sur les réseaux sociaux. Et donc avec ce texte, qu'est-ce que je prévois? Création d'une comparution immédiate pour les mineurs, qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un jeune de 17 ans et un jeune de 18 ans qui sont arrêtés pour cambriolage en récidive. Celui de 18 ans peut être sanctionné tout de suite. Celui de 17 ans va être sanctionné au bout d'un an. C'est évidemment pas éducatif comme système. Je propose d'atténuer l'excuse de minorité dans un certain nombre de cas et effectivement de mieux responsabiliser les parents. La voix de Gabriel Attal, patron de Renaissance. Et si l'on a passé cet extrait pour débuter cet entretien, c'est parce que la proposition de loi pour lutter contre la délinquance des plus jeunes, adoptée à l'Assemblée nationale mi-février et portée par l'ancien Premier ministre, on l'a entendu, sera examinée mardi prochain par le Sénat. Comment est-ce que vous analysez, lisez même cette proposition de loi, Vanessa Codaccioni? Qu'est-ce qu'elle raconte, j'allais dire, de la façon que les États ont de juger et de punir? Oui, cette loi, elle est tout à fait exemplaire de ce que j'ai appelé le paradigme sécuritaire, et notamment de ce qu'on peut appeler une nouvelle punitivité qui apparaît dans les pays industrialisés dans les années 60, 80 et surtout 90, et qui va avoir plusieurs caractéristiques: durcissement des peines, allongement des peines de prison, construction de prisons, multiplication des effectifs policiers, et puis focalisation sur les mineurs et leurs parents. Et ça, on le voit très tôt, et notamment dans un pays comme l'Angleterre, où il va y avoir deux directions dans cette répression des enfants ou des mineurs. D'un côté, on va commencer à cibler les incivilités, les comportements antisociaux, qui ne sont pas pris en compte par le code pénal, par le droit pénal. Ça va être cracher par terre, dire des gros mots, traîner dans une gare, etc. Et puis, de l'autre côté, responsabilisation des parents, avec des parents qui sont obligés de suivre des cours d'éducation parentale. Et dans la loi proposée par Gabriel Attal, il y a un versant très punitif, puisqu'il s'agit d'atténuer l'excuse de minorité, de faire des comparutions immédiates pour les mineurs, mais aussi de responsabiliser les parents. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on retrouve à la fois dans cette répression sécuritaire, mais aussi dans le cas de l'antiterrorisme, où les parents sont considérés comme responsables des infractions commises par leurs enfants. On veut que ça soit eux qui paient. Je reviens sur cette notion que Oui. vous avez développée, le paradigme sécuritaire. À ce sujet, vous écrivez: le paradigme sécuritaire fait des intérêts privés et non plus publics les valeurs centrales à protéger en priorité. Il faut nous expliquer justement cette bascule. Tout à fait. Jusqu'aux années 70, on peut considérer que le paradigme répressif dominant, c'est celui qui vise à protéger l'État, la chose publique, le salut public, son territoire, ses agents, ses institutions. Et donc, c'est ce qu'on appelle les crimes et les délits politiques d'atteinte à la sûreté de l'État. Sauf que, dans les années 70, ce paradigme
politique qui protège l'État tend à s'affaiblir au profit de notre paradigme dont je viens de parler, le paradigme sécuritaire, et qui, lui, fait de la propriété privée des biens, voire de l'atteinte à de l'intégrité physique, ce qu'il faut protéger en priorité. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va commencer à lutter contre les vols, contre les cambriolages, contre la casse. C'est pas un hasard si la loi anti-casseurs en France, elle est adoptée à ce moment-là. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a cette bascule-là. C'est-à-dire qu'on commence à dire, eh bien, il faut réprimer les voyous, la racaille. Mais le fait de protéger les biens privés, les biens des Mmh. individus, ce qui appartient dans le fond aux citoyens, est-ce que ce n'est pas plus lié à l'intérêt général que la défense stricte, j'allais dire, des intérêts sécuritaires de l'État? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que on assiste non seulement à une punitivité nouvelle qui est impulsée par les gouvernements, les acteurs répressifs, les services de renseignement, la police, la justice, etc., mais ça vient aussi des citoyennes et des citoyens eux-mêmes. Ce qu'on observe à partir des années 70, c'est une explosion des vols, par exemple, ou des cambriolages, ou de la violence de prédation, les hold-up, les prises d'otages, le braquage de banques. Ça augmente. Ça augmente. Enfin, ça augmente et il faut faire toujours très attention. Alors, ça, on sait que ça augmente, hein, tout ce qui est violence. Ça augmente ou c'est les déclarations qui augmentent? Les violences graves de prédation augmentent. Ce qui est en revanche certain, c'est que les vols et les cambriolages sont aussi dus à un sentiment d'insécurité qui est construit et qui est naissant. En revanche, par exemple, il y a des vols nouveaux. Par exemple, à partir des années 70-80, qu'est-ce qu'on vole? Eh bien, on vole des biens semi-durables, les autos, les autoradios, les motos. Voilà. Et on va cambrioler des transistors, par exemple. C'est des objets qui n'existaient pas forcément avant. Comme ensuite, on va y avoir une explosion des vols de téléphones portables. Donc, la violence de prédation, elle s'adapte aussi aux nouveaux objets à voler. Je voudrais qu'on revienne sur une phrase que l'on entend un peu partout en ce moment dans les médias. La sécurité serait la première des libertés. On entend François Sureau qui critiquait largement Oui. cette expression. Moi, je viens d'une génération où, malgré tout, l'esprit du droit et des libertés publiques était partagé par beaucoup de gens. Par la commission des lois des deux assemblées, par le Sénat, la gauche libérale, vous voyez, la gauche non totalitaire, pendant très longtemps, quand j'étais jeune, a porté assez haut l'étendard des libertés publiques. Voilà. Tout ça a maintenant totalement disparu. C'est-à-dire que la gauche comme la droite change le code pénal tous les 18 mois et passe une loi de sécurité globale tous les ans. On est le seul pays à faire ça dans les pays civilisés tout de même, hein. Et il ne reste plus à la fin que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel pour y faire obstacle. C'est pas très étonnant quand on voit l'impunité avec laquelle on entend régulièrement tout le monde, du ministre au Premier ministre, en passant par le président, les responsables des formations, l'opposition à la majorité, dire que la sécurité est la première des libertés. La sécurité est la première des libertés. Voilà. Il ne faut pas absolument s'étonner qu'à la fin, année après année, on veuille supprimer ici la liberté de la presse, supprimer là la liberté d'expression. Qu'est-ce que cela signifie, Vanessa Codeccioni? La sécurité est la première des libertés, si tant est que cela signifie quelque chose. Au départ, à l'origine, la sécurité est la première des libertés. Ça veut dire que les citoyennes et les citoyens sont protégés face à l'État, face à l'arbitraire. C'est la sûreté face à l'État. C'est la sécurité sociale. C'est être en sécurité, voilà, soi-même. Sauf que à partir des années 70-80 et surtout 90, on va dire qu'il y a un droit à la sécurité. Et donc, un droit à être protégé par la police, par la justice, etc. Ce qui va justifier le renforcement de l'appareil répressif. Et donc ça va même être inscrit dans des législations et va permettre de légitimer tout un tas de mesures très répressives. Et ça n'existait pas justement avant ces années On ne parlait 60, pas 70? non, on parlait pas de droit à la sécurité dans ce sens-là, dans un sens qui va amener à de la répression. Et par exemple, là, en France, dans la fin des années 70, vous avez des associations pro-répression, pro-armes d'ailleurs, hein, comme une association sur laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Légitime Défense, qui va dire on a un droit à la sécurité et même un droit à se défendre nous-mêmes. Donc ça peut aller très loin, ce droit à la sécurité. Expliquez-nous en quoi l'émergence du paradigme sécuritaire sur lequel vous travaillez beaucoup doit énormément à la société de consommation et à son émergence. Oui, alors effectivement, la société de consommation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la société de consommation, elle va permettre l'émergence de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de consommation. Elle va favoriser l'apparition de nouveaux objets de consommation et donc favoriser aussi l'envie de posséder ces biens. Et donc, ça va entraîner une accentuation de la violence de prédation. Mais c'est aussi très important, c'est de dire que la société de consommation, c'est aussi une société dans laquelle on a moins peur de mourir à la guerre. C'est ça que ça veut dire, dans laquelle on consomme. Et donc, l'hypothèse que je comprends pas, reprends... pardonnez-moi, le lien avec la guerre, le lien entre la consommation Non, et mais la je veux guerre. dire, j'y viens parce que ce qui est important, c'est de consommer
de détenir, d'acheter, voilà, et C'est la propriété, donc. la propriété, et donc de montrer que on possède quelque chose. Et ceux qui sont exclus de cette société de consommation, notamment les classes paupérisées, vont vouloir effectivement s'approprier ces biens-là. Mais ce que je dis que c'est important, c'est que ça montre une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre et de nouvelles peurs. Dans la société de consommation, les peurs se déplacent, et c'est pour ça que je disais ça. Et j'emprunte ça à Didier Bigot, qui est un grand chercheur, qui disait on n'a presque plus peur de mourir, on part plus à la guerre. Ça va être remplacé par des petites peurs, comme être cambriolé, comme être volé, d'où la multiplication des plaintes et donc l'explosion des statistiques sur le vol et les cambriolages dont on parlait tout à l'heure. Je vous cite, Vanessa Codaccioni, un extrait Oui. de cet ouvrage intitulé Comment les États répriment. Vous écrivez: le paradigme sécuritaire transforme les manières de dire et de présenter la répression et se traduit par une radicalisation des discours sur la sécurité, avec d'une part l'affirmation publique d'un nécessaire renforcement de l'appareil policiaro-judiciaire et d'autre part l'abandon de tout débat sur les alternatives à la prison, sur le traitement social de la délinquance ou sur la dépénalisation de certains comportements. Il faut nous expliquer, là aussi, vous l'explicitez Ouais. bien, mais le lien entre ce paradigme sécuritaire et la façon avec laquelle le débat public lui-même est structuré. Tout à fait. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'à partir des années 70, il y a tout un tas d'acteurs qu'on peut appeler les bénéficiaires secondaires du crime, hein, pour reprendre une expression de Marx, qui vont avoir intérêt à parler répression, à parler de plus de sécurité, plus de mesures, plus de prisons, etc. Ça va être les politiques, bien évidemment, qui vont accentuer tout leur discours sur plus de répression et donc plus de sécurité, on y vient. Mais ça va être aussi la presse qui va médiatiser les faits divers, médiatiser le fait qu'il y a plus de cambriolage, plus de vols, plus de meurtres, etc. Et puis ça va être aussi des experts qui vont apparaître, hein, comme les criminologues, qui ensuite pourront, pour certains, proposer des prestations en termes de vidéosurveillance. Donc il y a tout un tas d'acteurs, mais ce qui est très important de signaler, c'est que dans le paradigme sécuritaire, on est pro-répression et on ne supporte plus de parler des causes sociales de la délinquance et de la criminalité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dénonce, c'est ce que certains disent, c'est la culture de l'excuse. On veut plus de culture de l'excuse, pour le dire de manière un peu anachronique. On ne veut plus parler de ça. C'est ce que dit Tony Blair. Il y en a ras-le-bol de parler des causes sociales de la délinquance. Il faut que les délinquants prennent leurs responsabilités, leurs parents avec. Et là aussi, je fais le lien avec tout à l'heure. Vous avez parlé de la presse, vous avez la main dure, hein, contre les journalistes et la presse. Je vous cite à nouveau: gouverné par l'inquiétude, il y a le rôle des journalistes, des sondeurs et plus Oui. largement de divers experts comme les criminologues, dont les interventions ne cessent d'augmenter dans l'espace public. Et cet espace est central dans cette mutation. Alors je vais être un peu corporatiste. Qu'est-ce que vous en voulez? Pourquoi vous en voulez tant aux journalistes alors? Alors, j'en veux pas tant en Je journaliste. plaisante évidemment. Non, non, mais je sais bien. Non, ce que je veux vous dire, c'est ce que je veux dire dans ce livre, c'est qu'évidemment, il y a un moment donné où la multiplication des articles journaliers, quotidiens, sur une forme de criminalité va augmenter le sentiment d'insécurité et la peur citoyenne. Et je prends un autre exemple, c'est le cas de la drogue aux États-Unis, dont on n'a pas parlé, mais la politique de guerre qu'a lancée Reagan contre la drogue aux États-Unis va se traduire par un matraquage des journalistes sur la question de la drogue, du crack, des dealers noirs en particulier. Et c'est des milliers d'articles qui sont publiés dans la presse ou des reportages à la fin des années 80. Et ça va augmenter cette peur du dealer noir, du drogué noir que l'on retrouve ensuite, hein, là encore, dans des sondages. Et les instituts de sondage vont largement participer à l'augmentation de l'insécurité citoyenne comme construit social. Mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec ce que vous expliquiez un peu plus tôt, lorsque justement vous démontriez que le nombre de vols Il y a les augmente largement? Est-ce que ce n'est pas le rôle des journalistes justement de couvrir cette hausse, cette augmentation? Bien sûr, on peut le dire, mais c'est la multiplication que je critique. C'est le matraquage médiatique autour des faits divers. Et surtout, c'est le traitement médiatique de ces faits divers, qui, pour certains journaux, tendent à associer, par exemple, la criminalité aux étrangers, aux Nord-Africains, dans les années 70, ou aux migrants, et qui peuvent s'appuyer par ailleurs sur des instituts de sondage, hein, qui vont dire que tous les viols à Paris, par exemple, sont commis par des étrangers ou des migrants. C'est des choses qu'on a vues récemment. Donc vous voyez, il y a une espèce de lien de causalité entre un cadrage médiatique, la hausse du sentiment d'insécurité, et puis des intérêts privés, voire des intérêts financiers comme ceux des instituts de sondage. Quel rôle jouent les acteurs privés, à part ces instituts de sondage, les acteurs strictement privés, dans ce paradigme sécuritaire que vous Ils sont très décrivez? importants. Ils sont très importants parce qu'il y a de l'argent à faire sur la peur citoyenne et sur la sécurité. C'est ce que l'on voit très bien dans les années 90 avec l'explosion du marché de la vidéosurveillance. Mhm. Mais pas que. Moi, j'ai beaucoup aussi travaillé sur les détecteurs de mensonges. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des millions, des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros qui sont aujourd'hui investis par des États
pour développer des détecteurs de mensonges par algorithme ou par intelligence artificielle. Mais en fait, on appelle détecteur de mensonges, mais en fait, c'est de la surveillance algorithmique pour détecter vos intentions à travers votre regard, votre voix, votre intonation, votre posture, etc. Et les entreprises privées, elles sont au moteur de ce paradigme sécuritaire puisqu'elles proposent des biens à vendre. Et donc, elles sont toujours plus innovantes. J'ai par exemple les tapis de sol dans les aéroports, les coussins dans les aéroports où vous vous asseyez pour voir si votre rythme cardiaque s'accélère. En fait, ils sont toujours force de proposition. Et donc, les entreprises privées participent d'un imaginaire punitif qui parfois sert à rien, c'est abandonné. Et puis, parfois, ça débouche sur véritablement des dispositifs punitifs très graves comme la surveillance algorithmique, par exemple. 1975, dépénalisation de l'avortement. Oui. 1982, dépénalisation de Oui, tout à l'homosexualité fait. en France. 1981, abolition de la peine de mort. Comment est-ce que vous expliquez que dans le même temps, on pénalise de plus en plus, hein, c'est la Oui, tendance que vous tout à dessinez fait. dans l'histoire longue. Comment vous expliquez ces mouvements contraires C'est pas tant des mouvements contraires, c'est que ça dépend des ou pays. concomitants, disons? Ça dépend des pays déjà. Quand on arrive, le moment Badinter, je le dis, hein, est très important dans l'histoire de France puisqu'il participe à la fois à l'affaiblissement de la répression proprement politique contre l'État et à la fois au renforcement du paradigme sécuritaire. C'est-à-dire que d'un côté, on dit il faut que tout le monde soit traité que tout le monde soit traité de la même manière, mais de fait, on va traiter tout le monde comme des criminels et des délinquants. Sauf que quand la droite va revenir au pouvoir en 86 dans le cadre de la cohabitation, eh bien, on va avoir un durcissement de la répression et puis évidemment le renouveau français de l'antiterrorisme à partir de 86. Il y a pas, ça dépend des pays en fait et ça dépend des moments des cohabitations et des logiques d'acteurs politiques cette fois-ci et des lois qui passent à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas du tout de contradiction entre ces deux mouvements en fait. Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un documentaire magnifique signé Raymond Depardon et intitulé Délit flagrant. Il date de 1994. Ce qu'il vous faudrait, c'est une peine ferme, parce que j'estime qu'avec ça, plus ça, et puis une peine avec sursis mise à l'épreuve pour vous désintoxiquer. En fait, c'est pas moi qui décide, c'est le tribunal. Vous signez ici. Hein. Puis même si on vous le propose, il y en a qu'un qui peut décider d'arrêter, c'est vous. Bah oui, mais il faut qu'il y ait des structures dehors. On a il y a toute pas. une liste. Alors là, quand vous sortez de la maison d'arrêt, vous demandez les listes depuis Marmottan jusqu'au Patriarche. C'est vraiment pas le même genre, mais enfin, Ah non, en mais- passant par J'ai tout fait. Moi, j'ai 10 adresses à Paris, mais il n'y a pas que moi. Hein. Non, non, Tous j'ai tout tous les fait. comités de probation Oui, ont oui. toutes les listes. Je des suis centres. d'accord avec vous. Bon, bien. Mais il y a des 3-4 mois d'attente. C'est vrai. Alors, je peux le mettre. Alors quand on est dehors, 3-4 mois d'attente, faut bien faire quelque chose. Hein. Vous n'avez pas eu envie de quitter Paris Pour aller où? bah, pour aller à un endroit où on n'en trouve pas trop facilement. On en trouve partout, madame. Est-ce que ce paradigme sécuritaire, Vanessa Codaccioni, empêche ce que devrait faire l'État par ailleurs, c'est-à-dire non pas seulement réprimer, mais accompagner les individus qui sont en souffrance, dans la douleur ou même dans la précarité? Bien sûr, le paradigme sécuritaire, il empêche ça, puisqu'il il considère que l'individu est responsable de son sort. Et vous savez, moi, quand je travaillais sur les discours sécuritaires dans les années 70 et 80, il y avait quand même tout un tas d'acteurs, bon, de droite, mais plutôt d'extrême droite, qui disaient le délinquant, il doit souffrir. Et à partir de là, on voit vraiment cette idée qu'il y a une souffrance qui doit être infligée à ceux qui ont commis des crimes ou des délits, et que, par exemple, la prison, ça ne doit pas être une prison 4 étoiles. Et que donc, il y a cette idée de la souffrance. Et donc, non, il n'y a pas cette prise en compte des souffrances qui peuvent conduire à la délinquance et puis qui peuvent conduire ensuite à la sortie de prison, voilà, qu'on est censé réinsérer. Alors évidemment, il ne faut pas généraliser, il y a des dispositifs qui sont mis en place, etc. Mais en vérité, c'est la répression qui compte, la punition et la souffrance qui comptent. Vous démontrez bien que l'État condamne de plus en plus, que l'État réprime de plus en Oui. plus. Là, une fois de plus, dans le temps long, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une exception à cette règle-là? Et je pense notamment aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Je voudrais juste vous donner un chiffre. Hein. Selon une note de l'Institut des politiques publiques, le taux de classement sans suite s'élève en effet dans ce domaine à 86% dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94% pour les viols. Comment on explique peut-être cette exception en matière de VSS, de violences sexistes et sexuelles? C'est une exception, c'est-à-dire que oui, ce qui est très intéressant quand on travaille sur la répression, c'est de voir quels crimes et délits sont priorisés par l'État. Les violences sexistes et sexuelles n'ont jamais été une priorité des politiques répressives.
On commence à en parler dans les années 90. Enfin, attention, il y a des actrices qui se sont largement mobilisées. Je pense à l'avocate Gisèle Halimi, qui s'est largement mobilisée, que j'avais rencontrée, qui s'est battue pour que soit reconnu le viol comme un crime spécifique et qui avait défendu des victimes de viol. Mais il y a des crimes qui passent sous le tapis, c'est-à-dire qu'on n'intéresse pas. Et en plus, il faut savoir que très peu, on le sait, de victimes de violences sexuelles portent plainte déjà. Il y a un problème d'accueil dans les commissariats qui a été largement reconnu, débattu, etc. Et ensuite, effectivement, il y a un taux de classement sans suite très, très fort, puisqu'il manquerait de preuves, la plupart du temps, dans les cas des violences sexistes et sexuelles. En tout cas, il y a un énorme enjeu sur cette question-là qui a été de tout temps sous-évaluée par rapport à d'autres types de criminalité. Il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé dans votre ouvrage, c'est que vous entreprenez une histoire pratiquement de l'ennemi intérieur. Alors je Ouais. voudrais qu'on prenne quelques Ouais. exemples pour l'illustrer. La peur du rouge, c'est quoi? Expliquez-nous, rappelez-nous même de quoi il s'agit, la peur du rouge. Alors, la peur du rouge, c'est la peur du communiste, qui apparaît véritablement avec la révolution russe et qui ne se départira jamais. C'est-à-dire, dès que la révolution russe éclate, on a peur du rouge, on a peur du communiste, du communiste avec le couteau entre les dents. Il faut se rappeler des affiches en France. Et on a peur que des bandes et des hordes de communistes déferlent dans les pays, comme au Canada, aux États-Unis, en France. Et il y a toujours eu, en France, notamment à partir de 1920, parce que le Parti communiste français est créé en 1920, un anticommunisme d'État très fort, avec une répression extrêmement sévère du Parti communiste. Et cette histoire-là du communisme, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, des décennies, le communisme va être l'ennemi public numéro 1 dans tout un tas d'États, et notamment en France. Et ce qui est très important, c'est que cet ennemi public, il cesse de l'être au début de la guerre d'Algérie, en réalité, tout au long de la guerre d'Algérie, il s'affaiblit et donc la France perd son ennemi politique principal qui faisait si peur et qui nécessitait des services de renseignement spécifiques, des formes de répression tout à fait spécifiques. Et donc, l'État change de cible et crée de nouveaux ennemis intérieurs. Alors justement, quels sont ces nouveaux ennemis intérieurs? Avant cela, il faut peut-être nous Oui. expliquer en quoi la guerre d'Algérie, central. cette guerre longue, structure ce paradigme sécuritaire Tout à que fait. vous dessinez. Alors c'est très important la guerre d'Algérie, puisque bon, je le dis, j'ai fait ma thèse sur les interactions entre militantisme anticolonial et communiste et répression. Et pendant la guerre d'Algérie, le Parti communiste, en fait, il abandonne une ligne ultra dure et en fait, il se normalise. C'est pour ça qu'il perd d'ailleurs les franges les plus radicalisées du parti, notamment les jeunes qui vont aller dans d'autres organisations dites gauchistes plus tard. Ce qui fait qu'il va absolument éviter la dissolution, il faut le dire, et donc il demande à ses militants de ne rien faire d'illégal. De fait, le Parti communiste est dépassé sur sa gauche par d'autres acteurs, qu'on va appeler les porteurs de valises, ou le gauchisme, bien entendu, qui vont plus s'engager dans la lutte anticoloniale et surtout dans l'aide au FLN. Et c'est ces personnes-là, incarnées par exemple par quelqu'un comme Jacques Vergès, qui vont devenir, ou des intellectuels comme Francis Janson, qui vont devenir les ennemis publics numéro 1, et plus le Parti communiste qui ne le sera jamais plus à ce point-là, en tout cas en France. Et ça change tout. Alors, il y a deux grandes tendances, Oui. si on vous lit bien, qui permettent d'expliquer justement cette bascule qui passe de l'ennemi intérieur à ce qu'on appelle le délinquant ou la racaille. D'abord, c'est peut-être la disparition de la violence Ouais. révolutionnaire et ensuite l'arrivée de la gauche en 1980. Expliquez-nous justement ce qui se joue cette année-là. Justement, il se joue quelque chose de très important, c'est qu'on a, pour moi, l'un des grands facteurs d'abandon du paradigme politique et donc d'émergence d'autres paradigmes répressifs, c'est la disparition de la violence révolutionnaire. C'est-à-dire que tous les ennemis intérieurs, à gauche notamment, mais pas que, qui focalisaient l'attention des pouvoirs publics, disparaissent. Ça veut dire que l'État n'est plus en danger, frontalement en danger. Exactement. Je pense par exemple aux Black Panthers. Je pense aux manifestations pacifiques aux États-Unis. Je pense à la RAF, Fraction Armée Rouge Armée en Allemagne. Je pense au gauchisme en France. Je pense aux Brigades Rouges en Italie. Et puis les indépendantistes, ETA, IRA, FLNC, qui vont ensuite dans un mouvement plus long années 2000, années 2010, vont déposer les armes. Donc la violence radicale, révolutionnaire disparaît. Et à ce moment-là, il y a moins besoin justement de protéger l'État, protéger la sûreté, mettre en place de dispositifs d'exception. La gauche, en arrivant au pouvoir, va supprimer tout ce qui concernait la répression des ennemis politiques. Suppression de la loi anti-casseurs qui a été voulue par Badinter mais aussi par Mitterrand, et suppression surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, suppression du tribunal spécialisé dans la répression du militantisme et de l'activisme radical, suppression de la Cour de sûreté de l'État, ce tribunal créé par De Gaulle en 62 et qui va juger pendant 20 ans
inculpé 3600 activistes et qui est supprimé donc par Badinter et par Mitterrand. Est-ce que vous identifiez, Vanessa Codaccioni, une continuité forte entre cette répression, j'allais dire, orientée contre ces ennemis de l'intérieur que vous venez de décrire, et aujourd'hui la politique antiterroriste et les dispositifs qui l'entourent? Tout à fait. Ce que j'essaie de montrer, c'est que l'antiterrorisme, on dit toujours que l'antiterrorisme, c'est radical, c'est nouveau, etc. Pas tant que ça, en fait. D'une part, parce qu'il y a toujours eu une appréhension du terrorisme dans la plupart des démocraties en but au terrorisme, hein, ou des régimes dits démocratiques. Je pense par exemple aux attentats anarchistes au début du XXe siècle, hein, qui ont l'association de malfaiteurs. Mais aussi parce que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'antiterrorisme contemporain se construit sur la base d'anciens dispositifs punitifs et répressifs. C'est le cas de la Cour de sûreté de l'État, que la droite a toujours voulu reconstruire, faire renaître. Je pense à Marine Le Pen, je pense à Nicolas Sarkozy. Mais il n'y a plus besoin de reconstruire la Cour de sûreté de l'État. Parce que tout ce qu'elle permettait, cette Cour de sûreté, est aujourd'hui dans notre antiterrorisme. D'anciens dispositifs, vous avez raison, et par ailleurs de régimes d'exception, qui Exactement. souvent se normalisent dans le temps. C'est ça. Alors la Cour de sûreté de l'État, donc je le dis, c'est juste les juges spécialisés, la garde à vue prolongée, les infractions spécifiques, hein. Par exemple, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, ça c'était la Cour de sûreté de l'État. Donc on a tout, spécialisation judiciaire, centralisation des affaires terroristes à Paris. Mais là où vous avez raison, c'est banalisation. C'est le cas de l'état d'urgence. L'état d'urgence post-Bataclan, c'est celui qui a été mis en place en 1955 pendant la guerre d'Algérie. Bien évidemment, François Hollande et son gouvernement ont enlevé des dispositifs comme la censure, par exemple. Évidemment, à l'heure d'Internet, censurer les gens, ça paraît impossible. Mais cet état d'urgence, 2015, il a été banalisé, ordinarisé en 2017. Comment les États répriment une courte histoire du pouvoir de punir, c'est aux éditions Divergence. Merci beaucoup Vanessa Merci à vous. Codaccioni.